tous et bienvenue pour cette nouvelle leçon à l'école du shoujo. Aujourd'hui nous fêtons notre 20e leçon. Et pour l'occasion on a choisi de vous parler d'un manga écrit par un groupe d'auteurs que nous adorons au sens premier du terme. C'est-à-dire que nous leur vouons un véritable culte. Aujourd'hui on va parler de Clamp. Bon après j'avoue, on n'est pas très original sur ce coup, vu que tout le monde s'accorde à dire que Clamp c'est génial. Et on va vous présenter Magic Knight Rebirth. Et je suis désolée, mais je vais encore râler. Rappelle-moi pourquoi on parle de Magic Knight Rebirth déjà. Ce n'est ni le premier manga de Clamp que l'on a découvert, ni notre préféré, ni même le plus connu. Et puis, c'est pas la première fois que tu fais le coup. On a déjà parlé d'Ayazawa sans présenter Nana, et de Natsumi Aida sans présenter Switch Girl. Franchement, j'ai comme une impression de très mauvais déjà-vu. Et tu as entièrement raison. Pardon? J'ai quoi? Tu as entièrement raison. Si nous étions complètement honnêtes avec vous, aujourd'hui, on devrait vous parler de Card 14 Sakura, qui est dans notre cœur la petite sœur spirituelle de Sailor Moon, et la seule capable de rivaliser avec elle. C'est le premier manga de Clamp que l'on a connu, c'est notre shoujo Magical Girl préféré, et c'est grâce à lui que l'on a plongé dans l'univers du manga. On connaît l'histoire par cœur, on l'a vu et on l'a lu des centaines de fois. Bref, c'est une œuvre très importante pour nous. D'accord, tout ce que tu me dis me fait hyper plaisir, mais du coup je répète, pourquoi Magic Knight Rebirth? Bah exactement pour les raisons que tu viens d'évoquer. Card 14 Sakura serait un choix beaucoup trop prévisible. C'est hyper connu, et internet ne nous a évidemment pas attendu pour en parler. En bien comme en mal d'ailleurs. Je préfère donc vous parler d'une œuvre de Clamp qui m'a beaucoup marqué aussi, que je trouve excellente, et qui est bien trop peu connue à mon goût. Bon ok, j'ai plus d'arguments. Et en plus, maintenant j'ai très envie de vous parler de Magic Knight Rebirth aussi. Donc Magic Knight Rebirth est un manga de Clamp qui date de 1994. La série n'est arrivée en France qu'en 2001, et elle rassemble 6 tomes, publiés aux éditions Pika. Mais toutes ces infos sont assez peu importantes, parce que perso on a découvert la série avec l'animé. On vous prévient donc que tout ce que l'on va dire sur Magic Knight Rebirth se base sur l'animé. Nous avons également lu le manga, mais on a davantage poncé l'animé. C'est donc une grande première pour nos cours. Donc reprenons. Magic Knight Rebirth a été adapté en animé par le studio TMS en 1996, et il est arrivé en France en 2004 directement en DVD. La série totalise 49 épisodes qui se répartissent en 2 saisons, chaque saison adapte 3 tomes du manga. Et avant d'aller plus loin, il faut absolument que l'on vous dise quelques mots sur Clamp. Clamp est un collectif féminin de 4 mangaka. On a Nanase Okawa, Mokona, Tsubaki Nekoi et Satsuki Igarashi. Le studio s'est fait connaître en 1990 avec le manga RG Veda qui fut un succès immédiat. Et depuis, elles ont enchaîné les séries cultes à succès. Elles sont une référence en matière de manga, elles ont une patte graphique très reconnaissable et surtout, elles ont écrit pour tous les genres et pour tous les âges. Bref, elles pèsent dans le game. Bien que beaucoup de leurs œuvres s'inscrivent dans une ambiance shoujo, Clamp s'est aussi démarqué dans le shonen, le seinen, le manga pour enfants, pour ados, pour jeunes filles, pour jeunes adultes, et dans des genres aussi divers que le fantastique, la science-fiction, le policier, le magical girl, la romance, l'aventure, etc. Vous avez forcément dû voir au moins une fois dans votre vie une œuvre de Clamp. Clamp c'est RG Veda, X, Card 14 Sakura, Chobits, Crossholic, Tsubasa Reservoir Chronicle, et Clamp est aussi à l'origine du design et du concept graphique de la série Code Geass. Mais le style de Clamp ne se limite pas à une esthétique, c'est aussi l'exploitation de thématiques récurrentes, comme la notion de destin ou la notion de bien et de mal, un goût prononcé pour les personnages à multiples facettes et les relations d'amour diversifiées qui sortent du carcan de l'hétérosexualité, et un intérêt pour le crossover qui n'a fait que s'affirmer au cours des années. C'est tellement difficile de résumer Clamp en si peu de mots, parce que le studio mériterait une leçon à lui seul. Ce que vous devez retenir, c'est que Clamp, ça déchire. C'est beau aussi bien sur la forme que sur le fond, il y en a pour tous les goûts, et le côté crossover donne l'impression que Clamp est un univers riche et complet, et que chaque manga est une nouvelle occasion de le décliner. Bon, je crois qu'il est vraiment temps de nous pencher sur l'histoire du shoujo du jour. Magic Knight Rebirth nous raconte l'histoire de 3 collégiennes, Hikaru, Umi et Fu. Elles ne se connaissent pas, elles vont dans des écoles différentes, et elles se retrouvent par hasard lors d'une sortie scolaire à la tour de Tokyo. Elles se retrouvent alors projetées par une force inconnue dans un monde parallèle, Sephiroth. Elles sont accueillies par le mage clé, qui leur explique qu'à l'origine, Sephiroth est un monde paisible et prospère, où humains et créatures fantastiques vivent en harmonie. Sur Sephiroth, la volonté est plus forte que tout. L'équilibre y est maintenu par la princesse Emeraude, le pilier de ce monde, grâce à ses prières qui maintiennent l'ordre et la paix. Mais la princesse a été séquestrée par le grand prêtre Zagato, qui souhaite la destruction de ce monde. Depuis, Sephiroth est plongé dans le chaos, et des monstres apparaissent partout. La princesse Emeraude a alors utilisé ses dernières forces pour invoquer les Magic Knights de la légende. Hikaru, Umi et Fu ne peuvent donc pas quitter Sephiroth tant qu'elles n'ont pas exaucé le vœu de la princesse. Elles doivent devenir les légendaires Magic Knights et réveiller la garde sacrée afin de sauver la princesse Emeraude et Sephiroth.
Bon, ça c'est pour le pitch de base. Mais malgré la banalité de ce début, il va falloir s'accrocher parce que les infos et l'apparition des personnages vont rapidement s'enchaîner, ce qui peut donner l'impression que l'histoire part dans tous les sens. Jeune fille, vous avez été appelée sur Sephiroth pour devenir Magic Knight. Oh, trop bien! Vous allez devoir sauver la princesse Émeraude et tout Sephiroth. Pas de problème. Pour cela, vous devrez réveiller la garde sacrée. Vous pouvez compter sur moi. Mais avant, il va falloir apprendre à vous battre. Ok! Comment on fait ça? Sur Sephiroth, la volonté est plus forte que tout. Oh. Vous pouvez développer? Vous devez vous rendre chez Presea, le forgeron. Vous n'avez pas répondu à ma question. Elle vous fabriquera des armes magiques. Oui, d'accord. Mais pour ma question précédente. Pour cela, vous devrez trouver de l'escudo, le matériau magique. Ah ok, en fait vous m'écoutez pas du tout. Seul ce matériau permet de fabriquer des armes pour Magic Knight. Oh, ça veut dire que avec mes armes, je peux utiliser la magie? Et pas du tout, voyons. Seule la volonté est plus forte que tout sur Sephiroth. Ah bah justement, puisque vous y revenez, comment est-ce Pas qu'on le peut... temps, jeune fille. Zagato attaque. Fuyez. Trouvez Presea. Attendez, c'est qui déjà PCA? Le sort de Sephiroth et de tous ses habitants repose sur vos épaules. Est-ce que vous pouvez au moins me dire par où je dois aller? Prenez Mokona avec vous. Mais c'est quoi, Mokona? J'ai été changé en pierre pour le reste de la saison. Ok... Dis-moi machin, est-ce que tu sais comment est-ce qu'on peut aller chez Presea? Non, rassure-moi, tu sais dire autre chose. Excellent. Là, vraiment, je suis ravie. Oh, mais c'est pas grave. Allons-y, Pikachu. C'est parti pour l'aventure. Par là. Ok, j'ai compris. Pas la peine de s'énerver, c'est bon, c'est par là. Bon, on exagère un peu, mais c'est l'idée. En fait, il suffit de se laisser porter par l'histoire et on rattrape les détails plus tard. Et pour ceux qui ont reconnu, oui, Mokona a bien été créé avec Magic Knight Rayers. Et oui, il s'exprimait vraiment comme un Pokémon. Et je sais que ça peut être extrêmement surprenant si vous l'avez découvert et entendu parler dans Tsubasa Reservoir Chronicles. Après, je sais toujours pas si on a gagné au change. Concernant les personnages, ils sont assez nombreux, notamment du côté des méchants. On retrouve une hiérarchie pyramidale très traditionnelle, avec le grand méchant, le bras droit du méchant, et les différents généraux, qui vont tous attendre sagement leur tour pour apparaître dans l'animé et tenter d'arrêter les héroïnes. Du côté des gentils, on compte quelques alliés, mais on va plutôt s'attarder sur nos 3 héroïnes. Tout d'abord, nous avons Hikaru, le personnage principal. Même si on a un trio, Hikaru c'est un peu l'âme du groupe. Elle insuffle du courage aux autres et elle cimente l'amitié entre les 3 filles. Hikaru est courageuse, dynamique, impulsive, intrépide, un peu naïve et elle est très enthousiaste à l'idée de l'aventure qui les attend. Elle n'hésite jamais à aider les gens dans le besoin, à se lancer dans un combat et à protéger ses amis. En fait, Hikaru possède plusieurs caractéristiques qui rappellent le héros de shonen de type Neketsu. D'ailleurs, physiquement, la féminité d'Hikaru est assez peu marquée. C'est un peu le garçon manqué du groupe. Mais le personnage d'Hikaru n'est pas traité comme un personnage féminin qui se lance à l'aventure dans un univers fantastique et hostile. Elle est traitée comme un personnage à part entière. Et le fait qu'elle soit une fille n'a pas d'importance sur sa caractérisation ou son traitement. Ce qu'on veut dire, c'est qu'à aucun moment, l'anime ne dit « Oh, regardez comme notre héroïne est trop badass! Elle vit des aventures, elle se bat et elle va sauver le monde alors que c'est une fille !» Oui, Hikaru va sauver le monde, et le fait qu'elle soit une fille ne rend pas la chose plus exceptionnelle. Et pour un animé d'aventure qui date de 1996, déjà le fait d'avoir 3 filles comme personnages principaux, c'est pas commun, mais en plus, ne pas s'arrêter au genre des personnages et juste considérer cela normal qu'une fille, une ado de 14 ans qui plus est, puisse aussi bien faire l'affaire qu'un personnage masculin, c'est vraiment surprenant, dans le bon sens du terme. On insiste beaucoup parce qu'Hikaru est un personnage qui nous a beaucoup inspiré. Une fille qui tient un rôle de premier plan, qui est au cœur de l'action et qui défend des valeurs traditionnellement attribuées aux garçons. Perso, moi ça me faisait et ça me fait toujours rêver. Ensuite on a Umi, la jeune fille de bonne famille. Pour le coup, Umi c'est la fille du groupe. Umi est très belle, elle a reçu une bonne éducation, elle est raffinée, féminine et elle est totalement bouleversée par leur situation. Tout ce qu'elle veut au début, c'est rentrer chez elle. Heureusement, Umi ne garde pas son côté râleur très longtemps. Elle est la seule à relever le côté complètement insensé et précaire de leur situation. En fait, elle a la réaction la plus réaliste. Par ailleurs, même si Umi est très féminine, elle n'est pas sans défense pour autant. C'est une championne d'escrime, donc les combats à l'épée ne lui font pas peur, et son entêtement se transforme rapidement en force. Enfin, on a Fu, le cerveau du groupe. Et elle porte des lunettes pour le prouver. Fu est calme, discrète, intelligente, réfléchie, gentille et toujours souriante. Fu est à la fois très rationnelle et très pragmatique. Elle ne se laisse pas déstabiliser par leur situation,
Elle cherche à comprendre les mécanismes et les règles du monde dans lequel elle a atterri, et même si elle ne remet pas en doute le danger, pour elle, la meilleure solution est d'y faire face, vu le peu de choix qui s'offrent à elle. En fait, Umi et Fu incarnent chacune une vision très traditionnelle de la féminité japonaise. Umi possède la beauté physique, la réussite et le charisme, et Fu allie parfaitement douceur, intelligence et discrétion, ce qui accentue le contraste avec la fougue débordante d'Hikaru. D'ailleurs, les filles vont débloquer chacune des pouvoirs magiques au cours de leur périple, qui reflètent parfaitement leur caractère et leur personnalité. La magie d'Hikaru est offensive et dévastatrice. Elle manie le feu et la foudre, et la couleur qui lui est attribuée est le rouge, ce qui rappelle le feu, le courage et la vivacité. La magie d'Umi est offensive et précise, et sa couleur est le bleu. Pour moi, l'expression qui décrit le mieux Umi et sa magie est qu'il faut se méfier de l'eau qui dort. Quant à Fu, sa magie est davantage protectrice. Elle manie le vent, mais ses sorts servent avant tout à guérir et défendre. Et sa couleur est le vert, ce qui évoque le calme et la douceur. Mais comme pour Umi, il ne faut pas la sous-estimer. Les héroïnes de Magic Knight Riders font peut-être cliché, mais pour moi elles sont une excellente source d'inspiration, et je les classe sans hésiter dans la catégorie des très bons personnages féminins. Avoir des héroïnes inspirantes, c'est bien, mais si elles évoluent dans un univers intéressant, c'est encore mieux. Au premier abord, on classerait automatiquement Magic Knight Riders dans la catégorie aventure, ce qui est vrai, mais incomplet. La série fait en fait référence à plusieurs genres et médias, notamment le jeu vidéo, et en particulier le JRPG. Le JRPG, c'est du RPG à la japonaise, et vous avez sûrement déjà entendu parler de la série la plus connue du genre, Final Fantasy. Les héroïnes sont des élus, elles sont les seules à pouvoir sauver la douce et innocente princesse, elles défendent des valeurs nobles, et elles possèdent des armes et armures évolutives. En gros, plus elles gagnent de l'XP, plus leurs armes et armures se modifient et se renforcent. Même les filles font régulièrement des comparaisons entre le fonctionnement de leur équipement à celui proposé dans un jeu vidéo. Sephiroth est un monde médiéval fantastique dans lequel la magie fait partie intégrante du quotidien. Mais on y retrouve également des éléments plus anachroniques, comme le fait que la garde sacrée ait l'apparence de gigantesques mechas, autre genre typiquement japonais. Les décors sont très variés, les personnages sont tous archétypaux, et l'histoire est linéaire et prévisible, mais propose tout de même un twist final. Et on a aussi plusieurs éléments de Magical Girl. Les personnages principaux sont des filles, elles ont des pouvoirs magiques, chacune est symbolisée par un élément et une couleur, on a la petite mascotte toute mignonne et un peu énervante, et on a même droit, au tout début de la série, à une transformation en mode Magical Girl lorsqu'elles obtiennent leur armure de base. C'est d'ailleurs cet aspect qui a immédiatement rebuté le public japonais de l'époque. Dès les premières planches du manga, beaucoup de gens l'ont considéré comme une pâle copie de Sailor Moon. Magic Knight Riders n'ayant pas rencontré le succès suffisant, il a donc été difficile d'exporter à l'extérieur du Japon. Ce qui est vraiment dommage, parce que Magic Knight Riders et Sailor Moon n'ont pratiquement rien en commun. Et si on veut jouer au jeu des comparaisons, je trouve que Magic Knight Riders a davantage de points communs avec l'anime Vision d'Escaflowne que Sailor Moon. Donc en résumé, on a des héroïnes Magical Girl qui doivent sauver une princesse de conte de fées pour accomplir une prophétie, dans un univers médiéval fantastique qui contient des mechas, et dont les règles rappellent fortement celles d'un jeu vidéo. J'ai rien oublié? Et on pourrait même considérer Magic Knight Riders comme un isekai. Pour ceux qui ne connaissent pas, isekai désigne une œuvre dans laquelle le personnage principal est envoyé dans un monde parallèle ou virtuel. D'ailleurs, isekai peut littéralement se traduire par « autre monde ». Sword Art Online est probablement l'exemple le plus récent et le plus connu d'isekai. Et c'est exactement ce qui arrive à Hikaru, Umi et Fu. Ce sont des filles normales qui vivent dans notre monde et qui se retrouvent projetées et piégées à Sephiroth, un monde parallèle. On pourrait même être encore plus précis, Magic Knight Riders est un Nisekai Tenni, qui signifie transition vers un autre monde. Les héroïnes sont envoyées de leur vivant dans ce monde parallèle grâce à une invocation, qui est un thème récurrent de l'isekai. Et là, je pense qu'on a fait le tour. Mais on aimerait aussi rajouter quelques mots sur les graphismes de la série. Déjà, la série retranscrit bien le style de Clamp. Les personnages sont très grands, très minces, très longilignes, avec des yeux immenses et des visages très fins, presque androgynes. On reconnaît bien la patte graphique old school de Clamp, que l'on retrouve beaucoup dans leurs œuvres des années 90, début 2000. Les visages notamment sont davantage surchargés en détails par rapport à leurs œuvres plus récentes. C'est un style bien particulier, donc comme d'habitude, on aime ou on n'aime pas. Concernant l'animation de la série, je trouve que la série se défend bien malgré son âge. Même certaines scènes sont un peu statiques ou hachées. Mais dans l'ensemble, c'est plus qu'acceptable. Après, c'est peut-être la fibre nostalgique qui parle. Et surtout, les musiques de la série, et notamment celles des 3 openings, sont juste sublimes. Tout ça pour vous dire que Magic Knight Riders est un univers très riche et très complet. Peut-être même un peu trop, car cette première saison donne justement l'impression de n'effleurer que la surface de cette richesse. Et encore, c'est toujours mieux que les 3 petits tomes du manga.
Ce qui est frustrant, mais cette sensation de manque est comblée par la saison 2 de l'animé. Mais on ne va pas pouvoir vous parler de la saison 2 de Magic Knight Riders aujourd'hui. Déjà par manque de temps, mais aussi parce que pour vous parler de l'intrigue de la saison 2, il faudrait qu'on vous spoile la fin de la saison 1, ce qui serait un peu dommage. Le but aujourd'hui était de rendre hommage à une série injustement méconnue et que nous aimons beaucoup. Donc, la saison 2 de Magic Knight Riders, ce sera pour une autre fois. Et voilà, cette leçon est à présent terminée, et comme d'habitude, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, de liker, de commenter, et surtout de partager la vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines leçons à l'école Shoujo. Bye!